Comment une journée de plage ordinaire s'est-elle transformée en tragédie? La voilà. Par quoi le spéléologue a-t-il été piégé? Pourquoi personne n'a secouru le cosmonaute? Pourquoi ces 3 personnes sont-elles mortes, prises au piège? La mort frappe de bien des manières différentes, plus qu'on ne saurait l'imaginer. Certains décès sont brutaux et violents, d'autres sont lents et méthodiques. Mais quelle qu'en soit la cause, il est toujours possible d'expliquer pourquoi un individu s'effondre, victime d'une mort subite. Hartford, dans le Connecticut, le 1er juin 2001. C'est le premier jour des vacances d'été. Ce groupe d'adolescents a décidé d'aller fêter l'événement sur la plage, où ils vont s'amuser avec un ballon. Chris, à toi. Quand Chris Winterborn court pour attraper la passe, Allez! toute son attention est fixée sur la balle en l'air et non sur le sol. Chris fait une chute de 3 mètres dans un trou fraîchement creusé dans le sable. Cela peut sembler anodin, mais c'est pourtant dangereux, comme nous l'explique le physicien Louis Bloomfield. Quand le trou a été creusé, le sable était probablement humide. Quand on creuse dans du sable mouillé, les parois peuvent être très abruptes, on peut faire un vrai trou. Mais une fois que le sable est sec, les parois ne tiennent plus vraiment. Elles sont très instables. Alors quand Chris tombe, les parois s'effondrent en même temps. C'est une avalanche. Au début, Kurt croit à une plaisanterie. Mais alors qu'il s'approche pour voir si son ami va bien, il se rend compte que c'est tout sauf une blague. Chris, tu m'entends? Kurt tire de toutes ses forces. Je vais te sortir de là. J'ai besoin d'aide! Venez! Le sable, une fois tassé, est aussi compact qu'un matériau solide. Non seulement ils devaient soulever leur ami, mais ils devaient aussi soulever tout le sable qui le recouvrait, ce qui nécessitait une force de levage de plusieurs centaines de kilos. Ils ne pouvaient pas y arriver. Kurt a beau s'acharner, le sable continue à ensevelir son ami. L'intention est bonne, mais la stratégie s'avère inefficace. Appelez les secours! Vite! Sans oxygène, Chris n'a plus beaucoup de temps devant lui, selon le docteur Peter Lynn. Il y avait peut-être une petite poche d'air, mais elle ne pouvait lui permettre de survivre qu'1 ou 2 minutes, tout au plus. Et chaque fois que Chris respire, le sable se referme un peu plus sur lui. Il essayait d'inspirer, mais à chaque expiration, le sable le compressait davantage, comme une ceinture serrée autour de lui. Chris est enseveli depuis plus de 10 minutes quand les sauveteurs arrivent. Ils utilisent des planches et des échelles pour stabiliser les parois fragiles du trou. Le chef des pompiers travaille avec des mouvements précis pour essayer de dégager le jeune homme. Mais à présent, Chris n'a plus besoin d'aide. Il a lutté pour essayer de respirer, mais il n'avait pas assez d'oxygène. Et il s'est évanoui. Le cerveau ne fonctionnait plus. Les sauveteurs parviennent enfin à libérer Chris. Il est encore en vie, mais les dégâts sont irréversibles.
Il était dans le coma. En d'autres termes, le cerveau ne fonctionnait plus. Il était dans un état de mort cérébrale. Le jeune homme est transporté d'urgence à l'hôpital, mais il meurt le lendemain. Les adolescents voulaient simplement passer leur premier jour de vacances sur la plage. Aucun ne s'imaginait que cette journée serait la dernière pour l'un d'entre eux. Victime d'une mort aussi subite qu'inhabituelle. Grotte de Nutty Petit, dans le comté de l'Utah, le 24 novembre 2009. Voici la grotte de Nutty Petit. À l'intérieur, plus de 4200 mètres de boyaux étroits et de tunnels sinueux. La voilà. Venez, on y va. C'est le rêve absolu pour un spéléologue chevronné comme Dave Howard. Venez. Il est venu avec sa famille et ses amis pour explorer la grotte. C'est parti. Mais la grotte de Nutty Petit présente certains dangers, d'après le spéléologue Kirk McGregor. La grotte comporte des boyaux irréguliers, dont la taille varie brutalement. C'est sans doute ce qui a contribué à piéger beaucoup de gens. Elle a été fermée durant quelques années parce que plusieurs personnes ont dû être secourues. Mais à présent, la grotte est de nouveau accessible. Et Dave veut profiter de cette expérience au maximum. Il se ferait un chemin jusqu'à l'un des boyaux les plus avancés. Un tunnel non cartographié, plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de la grotte. Il y avait de l'air qui sortait de ce boyau. Ça signifie qu'il devait y avoir beaucoup d'autres salles au-delà. C'est très motivant. Ça donne envie d'essayer de trouver une grande salle que personne n'a jamais découverte. Le passage est très étroit. 45 cm de large et 25 cm de haut. Mais Dave réussit à se faufiler dans le premier boyau. Quand vous passez dans un boyau très étroit, vous devez d'abord expirer bien à fond. Puis il faut se décontracter et pousser très fort avec les jambes. La roche écrase les côtes supérieures et comprime la cage thoracique. Dave continue sa progression, jusqu'à ce qu'il rencontre un virage pour le moins inattendu. Vers le bas. Il est monté, puis il est redescendu sur une pente de 60 à 70 degrés. Il essaye donc de remonter. Et c'est là que ses ennuis commencent. Ses côtes inférieures ont été coincées par un rocher. Alors que Dave tente de repartir à reculons, son torse racle contre l'arête d'un rocher qui agit comme un hameçon et coince la cage thoracique du jeune homme. Dave. Ted, au secours. Dave, qu'est-ce que tu fais là? Au secours. Je vais te sortir de là. 1, 2, 3. Ah, bon sang! Allez, 1, 2, 3. Arrête! Ted, écoute, tu dois aller chercher de l'aide. Vas-y! Tandis que Ted court chercher du secours, Dave attend dans le noir, piégé, et la tête en bas. C'est une position dangereuse, comme nous l'explique le docteur Peter Lynn. Notre système de vascularisation est très efficace, mais on ne peut pas faire circuler le sang dans le sens inverse. Tout le sang s'accumule dans la tête. On a le vertige, on est désorienté, on a même envie de s'évanouir. Dave lutte de toutes ses forces pour rester conscient. Mais lorsqu'on est piégé à plus de 150 mètres de profondeur dans une grotte, les secours sont à 1 heure de distance. À suivre. On va vous sortir de là. Pourquoi les secouristes, malgré tous leurs efforts, n'ont-ils pas pu sauver Dave?
Dave Howard était en pleine exploration de la grotte de Nutty Putty lorsqu'il s'est retrouvé pris au piège dans un boyau non cartographié. Tu dois aller chercher de l'aide. Il est pendu la tête en bas depuis plus d'1 heure. Dave, ça va? Ma poitrine. Tiens bon, essaie de te détendre. D'accord. Quand l'équipe de recherche et de sauvetage arrive sur place, elle rampe le long des boyaux étroits et sinueux et parvient jusqu'à Dave. Salut Dave. On est les sauveteurs. On va vous sortir de là. D'accord. Les sauveteurs tentent de percer la roche qui emprisonne Dave. Ils ont pu éroder un peu la roche. Mais c'était presque impossible dans un si petit espace. Ils s'acharnent durant des heures, mais ils progressent trop peu. Ils décident alors de changer de tactique. Dave, vous sentez ça? Je l'enroule autour de vos chevilles. On va vous libérer. Ils ont fixé une poulie avec des boulons. Ils devaient faire courir la corde tout le long jusqu'au passage plus large pour pouvoir actionner la poulie. À 3, on va tirer très fort. Attention à vos côtes, d'accord? On y va. On y va, prêt? 3, 2, 1. On tire! Au bout de 8 heures, enfin, un mouvement. Ils ont pu le tirer un peu vers le haut et ils ont eu le sentiment que c'était gagné. Les sauveteurs parviennent à le hisser de quelques mètres. Merci. C'est suffisant pour que Dave puisse enfin respirer et boire sa première gorgée d'eau fraîche depuis 10 heures. Mais son optimisme ne dure pas. Un des boulons n'a pas tenu. Par conséquent, la corde a lâché et il est retombé. Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. 1, 2, 3. Arrêtez, arrêtez! Arrêtez! Dave est revenu dans sa position initiale et il souffre le martyre. Son foie était enflé. Et quand Dave est retombé, du sang a pu s'écouler de son foie. Le sang s'est ensuite dirigé vers les voies pulmonaires, accentuant encore la pression sur ses poumons. La famille du jeune homme veille et prie. Mais au bout de 27 heures, Dave commence à perdre espoir. Il faut garder espoir. C'est l'espoir qui nous fait avancer, qui fait battre le cœur. Quand on décide qu'il n'y a plus d'espoir, on finit par abandonner. On attend le compte-rendu. À vous. Pas de pouls. Les sauveteurs vérifient les signes vitaux de Dave. On remonte. Bien sûr. À 23h57, son décès est prononcé. Dave Howard rêvait d'explorer l'un des trésors cachés de l'Utah. Malheureusement, son expédition s'est achevée par une mort aussi subite qu'inhabituelle. Moscou, en Union soviétique, le 23 mars 1961. Voici Valentin Vassilievitch Bondarenko. Il s'entraîne car il fait partie de l'équipe de cosmonautes soviétiques. Bondarenko veut servir son pays en l'aidant à battre les États-Unis dans la course aux étoiles. C'est ce que nous raconte le professeur d'aéronautique Adam Steinberg. C'était très important dans la course aux étoiles entre l'URSS et les États-Unis. Les deux pays voulaient lancer le premier vol spatial habité. C'est un moment crucial.
Les soviétiques ont sélectionné les cosmonautes qui feront partie de la mission. Ils ont commencé les tests avec les cosmonautes. Dans ce cas précis, il s'agissait de savoir comment Bondarenko allait supporter 10 jours d'isolement dans une capsule spatiale. Sous l'œil attentif d'un médecin, Bondarenko vient de passer 10 jours seul dans cet espace confiné. Tout est consigné, la nourriture, le sommeil et sa condition physique. Les soviétiques veulent savoir si Bondarenko pourra s'adapter dans l'espace. Ils ont donc recréé les conditions de vie dans une capsule spatiale en maintenant la pièce à très basse pression et en doublant la concentration en oxygène. On respire un mélange de différents gaz et ils voulaient savoir quel effet ça produisait. Jusqu'ici, Bondarenko se débrouille remarquablement bien. Il ne va pas tarder à rentrer chez lui. Mais auparavant, il a le temps de prendre une tasse de thé. Il se prépare à partir. Après avoir retiré les capteurs, il a nettoyé sa peau avec une boule de coton imbibée d'alcool. Ensuite, il a jeté la boule de coton, toujours imbibée d'alcool, qui est tombée sur la plaque chauffante. Un geste banal, mais extrêmement lourd de conséquences dans une telle atmosphère. L'alcool lui-même est un combustible, mais si vous mettez n'importe quel combustible dans une atmosphère riche en oxygène, c'est encore plus inflammable. Bondarenko tente d'étouffer les flammes avec ses mains. Mais cela ne fait que raviver le brasier. Ça faisait 10 jours qu'il était dans cette pièce, sans se laver. Donc son corps devait être recouvert d'une pellicule de sueur et d'huile. Il s'est enflammé. En voyant le feu, le médecin se précipite pour aider le cosmonaute. Mais il y a un problème majeur. La pièce est dépressurisée, ce qui signifie que l'air à l'extérieur est plus lourd que l'air à l'intérieur. La différence de pression bloque la porte. Au poids de la porte, quel qu'il soit, il faut ajouter environ 350 kilos. Pour ouvrir, il faut introduire de l'air extérieur dans la chambre pressurisée. Ça prend du temps, parce qu'il faut un volume d'air important pour faire remonter la pression. Même si ça n'a pris que 2 minutes, il a brûlé durant ces 2 minutes. Le médecin assiste à la scène, impuissant. Quand il peut enfin ouvrir la porte, le feu s'est éteint. Bondarenko est toujours conscient, mais une grande partie de son corps est brûlée au 3e degré. Après 5 jours d'agonie, il succombe à ses blessures. Valentin Bondarenko voulait marquer l'histoire de la course aux étoiles. Il ignorait que son ambition ne lui vaudrait malheureusement qu'une mort aussi brutale qu'inhabituelle. N'oubliez pas, la prochaine fois que vous irez à la plage, n'enfouissez pas votre tête dans le sable. Souvenez-vous aussi que certains endroits sur Terre ne valent pas le détour. Et que même la plus extraordinaire conquête spatiale ne doit pas faire oublier les réflexes ordinaires. L'adolescent, le spéléologue et le cosmonaute. Tous 3 ont été pris au piège, dont la seule issue n'a pu être qu'une mort aussi subite qu'inhabituelle.